Dossier Boukangalonzo, que retenir de l'arrêt de la Cour constitutionnelle? Cet arrêt qui a été rendu public et Augustin Matata Pogno, nous allons en parler avec Floride Zantoto en comprésentation. Bienvenue à vous, Floride. Merci beaucoup, Jean-David. Voilà. Christian Emango, notre invité, bienvenue. Merci Jean-David pour l'invitation. Voilà, Claudette Chikambanawej. Bienvenue à vous, Claudette. Merci. Bonsoir à tous. Et Manix Yenda, bienvenue. Merci Jean-David. Le volontaire de la République. Volontaire de la République. Voilà, toujours dans son accoutrement. Claudette Chikamba, vous aviez eu à lire l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Cet arrêt qui a été rendu le 15 novembre 2021. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet arrêt? Merci beaucoup pour une fois de plus l'invitation dans cette émission où nous pensons que nous pouvons parler aux scientifiques. En tenant compte que nous avons un public mixte, essayez de trouver un jargon approprié qui puisse faire comprendre les gens qui nous suivent. Bien sûr, merci beaucoup pour cet éclaircissement ou bien cette précision de taille. Donc, il faut tenir compte que la Cour constitutionnelle, qui est bien entendu l'institution prévue par la Constitution du pays pour juger les faits infractionnels qui sont commis par le président de la République, ça c'est dans son rôle de juge pénal, et le Premier ministre a rendu, n'est-ce pas, un arrêt sur l'affaire Boukangalonzo qui a concerné l'ancien Premier ministre Matata Pogno qui avait été déféré devant cette juridiction avec d'autres prévenus comme l'ancien ministre délégué aux finances Patrice Kitevi-Kibolvoul. Et donc, pour aller tout de suite dans le fond de votre question, c'est qu'il y a plusieurs enseignements à tirer. 3 enseignements que nous allons développer au cours de cette émission. Le premier enseignement, c'est que la Cour a posé un postulat selon lequel aujourd'hui, qu'il n'existe en République démocratique du Congo aucune juridiction, n'est-ce pas, qui peut juger un ancien Premier ministre. Et donc, de cet enseignement découle un deuxième enseignement, c'est qu'il faut déterminer maintenant, que la législation congolaise devra maintenant déterminer quelle est la juridiction qui va maintenant connaître des faits qui sont commis par un ancien Premier ministre, mais qu'on estime qu'il faudrait maintenant juger lorsque le Premier ministre n'est plus en fonction. Alors, quelle serait maintenant cette juridiction qui devrait bien évidemment maintenant juger cet ancien Premier ministre? Et donc, les 2 enseignements sont en fait des enseignements qui sont complémentaires. Mais également, il y a quand même, il faut noter qu'il y a un autre enseignement important, c'est que la Cour réaffirme le principe selon lequel elle ne reste une juridiction pénale que pour un président de la République qui est en fonction et un Premier ministre qui est en fonction. Et la Cour se conforte dans cette position par le simple fait que l'une des sanctions que la Cour devra infliger au Premier ministre ou au président qui est en fonction, c'est que si les faits infractionnels pour lesquels le président en fonction ou le Premier ministre en fonction est poursuivi sont établis en fait tout comme en droit, l'une des sanctions que la Cour devra lui appliquer, c'est la déchéance. Et donc, partant de ces postulats-là, la Cour estime qu'un ancien Premier ministre, en l'occurrence M. Matata Pogno, n'étant plus en fonction, si la Cour devrait lui appliquer une sanction pour soit un délit d'initié ou une autre trahison, et donc une autre trahison en cas de violation intentionnelle de la Constitution, et donc la Cour estime qu'elle ne peut pas, n'est-ce pas, le juger parce que les sanctions qui sont prévues en vertu notamment du principe nous la poena sine lege, qui fonde ce qu'on appelle le principe de la légalité des délits et des peines, et donc la Cour ne peut pas juger cet ancien Premier ministre, et donc la Cour pose le postulat, réaffirme les principes constitutionnels, et ces 3 enseignements qui sont tout à fait complémentaires, comme je viens de le dire, nous plongent dans une sorte de révolution constitutionnelle à consacrer. Et donc, il faudrait maintenant entrevoir dans les jours à venir qu'est-ce qu'on ferait de tous les actes infractionnels qui ont été posés par non seulement M. Matata Pogno, parce que la question ne concerne pas seulement lui, in toute personne, ça concerne tous les anciens premiers ministres qui sont encore là. Il y a M. Sami Badibanga qui est encore là, il y a M. Bruno Tshibala qui est encore là,
il y a M. Adolphe Muzito qui est encore là. Et donc, tous les anciens premiers ministres, s'ils avaient commis des faits infractionnels à leur époque, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire de ces faits-là? Comment les juger? Et donc, ce sont des enseignements importants qui aujourd'hui, pour l'intérêt du droit, doivent plutôt interpeller les parlementaires, qui doivent soit à l'initiative poser l'initiative d'une révision constitutionnelle pour faire évoluer les droits dans ce sens-là, parce qu'il peut y avoir effectivement des faits infractionnels pour lesquels on devrait juger un ancien Premier ministre. Mais dans le cas actuel, sous présent, parce que c'est les cas qui nous intéressent. Et donc, le fait que la Cour constitutionnelle, qui est désignée par la Constitution comme étant la juridiction qui peut juger un Premier ministre en fonction, se soit dessaisie du dossier. Et donc, c'est un dossier qui devrait être définitivement clos, à mon sens, pour le simple fait qu'il n'existe aucune autre juridiction en République démocratique du Congo qui devrait connaître de ces faits-là. Alors moi, je préfère plutôt prendre l'un des enseignements qu'il a retenu de cet arrêt. Selon cet enseignement, il est dit qu'il n'existe aucune juridiction aujourd'hui en République démocratique du Congo qui puisse juger un ancien Premier ministre. Est-ce que c'est la même compréhension que vous avez? Je pense que la République démocratique du Congo est un pays à vocation de bâtir les patrimoines qu'on appelle État de droit. C'est un édifice que nous devons consolider. Et d'ailleurs, même le préambule de notre Constitution nous a confié cette responsabilité, nous en tant que peuple, de bâtir au cœur de l'Afrique un État qui repose sur les valeurs démocratiques et les valeurs de la justice. Je crois que mon frère, tout à l'heure, vient de vous évoquer un certain nombre de principes qui fondent même cet État de droit que nous devons bâtir au cœur de notre pays. Il a parlé de nulla poena sine lege, c'est-à-dire le fondement même du droit pénal général, autant pour le droit pénal congolais. Et donc, nous ne pouvons pas condamner quelqu'un, un Congolais, en dehors de la loi. C'est même ça le principe de la légalité de peine. Il n'y a pas des procédures en dehors de la loi. Il n'y a pas des infractions en dehors de la loi. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, et même cela constitue l'un des enseignements que nous pouvons tirer dans le cadre de cet arrêt rendu. Vous savez, c'est par cet arrêt que nous avons compris que la justice constitutionnelle de notre pays a quand même fait un petit pas de géant en termes de consolidation des valeurs constitutionnelles, parce que la Cour constitutionnelle a fait preuve de cette indépendance de la justice. Elle a fait preuve même du principe de Montesquieu de séparation de pouvoir, parce qu'au début même du procès, on avait peur. Il y avait une certaine crainte de pouvoir sentir le diktat des politiques sur la Cour, sur le juge qui devrait même rendre cet arrêt. Heureusement, la Cour a dit le bon droit. La Cour a dit le bon droit, et le professeur Dieudonné Kalouba a fait preuve justement de sa dextérité intellectuelle, surtout en ce qui concerne la connaissance de droit constitutionnel. Il a fait dire le droit conformément à la constitution de notre pays. Parce que cette constitution, il faudrait le dire ainsi, est un pacte républicain. Cette constitution traduit la volonté commune du peuple congolais. Et donc, ce qui a été dit par la Cour, et c'est ce qui traduit effectivement la volonté du peuple sur la décision de la Cour constitutionnelle. Mais attention, sur cette question de cet arrêt, il faudrait la voir sous une parallaxe binoculaire, parce que d'une part, il y a les exigences de la forme qui s'imposent, et de l'autre côté, il y a aussi les exigences du fond. Même si le fond a été scruté dans le débat autour de la plaidoirie entre les avocats de M. Matata et le ministère public, qui a même fait montre d'une série des incongruités et des incohérences de droit constitutionnel en plein procès. Mais sur le plan de la forme, la Constitution pose les bases. Et ici, les bases sont tellement claires. Vous ne pouvez pas, d'abord, au niveau de la Cour ne peut pas condamner Matata sans pour autant respecter les conditionnalités posées par la Constitution. Il faudrait préalablement l'effectivité d'un congrès parlementaire qui doit justifier la passerelle pour que la Cour arrive effectivement à se décider sur cette question. Et de deux, il faudrait que M. Matata soit le Premier ministre en exercice, parce que son juge pénal, comme vient de le dire mon ami tout à l'heure, c'est la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est le juge du président de la République en fonction,
et du Premier ministre en fonction. Et la conséquence logique ici, elle est tellement simple parce que si le Premier ministre en fonction est condamné, il y a une sanction de nature politique parce qu'au-delà du fait que la Cour constitutionnelle revêt aussi un caractère judiciaire, la Cour a aussi une nature politique. Et donc la sanction politique ici, c'est la déchéance des fonctions de ces premiers ministres condamnés par la Cour. Ce qui n'était pas applicable. Ce qui n'était pas applicable pour le cas de Encore Matata. chose grave. Nous avons senti ça, ça fait partie encore des enseignements que nous pouvons tirer de cet arrêt, en termes de conséquences même de l'arrêt, parce que l'arrêt a été déjà rendu. Mais ce qui est curieux, on a senti une sorte d'irrespect total de la Constitution. Je dirais même du crachat sur la Constitution, sur la volonté du peuple, parce que je vous ai dit au prologue de mon intervention, la Constitution est l'expression directe de la population congolaise. Je vous lis le cas de l'article 168 de notre Constitution, qui dit « Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent à tout pouvoir public, à toutes les autorités administratives et judiciaires, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. » L'enseignement ici, nous avons vu de politiques, responsables des institutions, qui se décident de plein gré à ne pas respecter la teneur de cette disposition de l'article 168 de la Constitution. Donc, c'est-à-dire des gens qui bafouent le respect absolu de la Constitution. Et ça, c'est un crime contre le peuple, est un crime contre la Constitution. Et donc, l'enseignement que nous pouvons tirer ici, c'est que tout le monde est obligé de respecter tout le monde, en commençant par le président de la République dans sa mission de garantir la protection de la Constitution, jusqu'au dernier citoyen de la République. N'est pas respecter la disposition de la Constitution sur ce point-là, cela constitue ce que moi j'appelle de la rébellion constitutionnelle, et cela est quand même... Alors, avant de passer la parole évidemment à dans le chef des institutions. On a appris à partir du 1er décembre que le dossier pour lequel nous parlons et pour lequel la Cour constitutionnelle a rendu l'arrêt quitte la Cour constitutionnelle pour la Cour de cassation. C'est une violation, ça? Non, mais je dirais c'est une violation grave parce que là, on fait un aller-retour inutile. Parce que le dossier, avant même qu'il n'arrive au niveau de la Cour constitutionnelle, le dossier a été d'abord et préalablement transmis au niveau de la Cour de cassation. Mais la Cour de cassation s'était déclarée incompétente déjà au départ. Pourquoi? Parce que la Cour ne se reconnaît pas le juge pénal d'un Premier ministre en exercice ou encore d'un ancien Premier ministre, parce que la Cour de cassation, excusez-moi, est le juge naturel des sénateurs, des parlementaires. Et déjà au départ, cette Cour-là, qu'on veut faire allusion aujourd'hui, s'était déjà déclarée incompétente. Le dossier s'est transmis au niveau de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a fait son déclinatoire de compétences et l'on veut encore ramener le dossier au niveau de la Cour de cassation, ce qui justifie une démarche irrationnelle qui ne peut surtout pas se justifier dans la logique et orthodoxie juridique de notre pays. Donc, moi, je comprends, au-delà de tout, il y a un acharnement politique criant. On veut la peau d'un acteur, et ce qui n'est pas normal. Je vous ai toujours dit, nous devons bannir la République cannibale, cette République qui a pour mission de bouffer ses dignes fils du pays. Parce qu'aujourd'hui, nous devons reconnaître quand même, Matata Mponyo est un acteur déterminant de notre pays, surtout en ce qui concerne la gestion de la République, parce qu'il a prêché de par la qualité de sa gouvernance, et Matata a laissé des empreintes que nous pouvons se servir aujourd'hui en termes de continuité. Et cet homme-là mérite à la limite un minimum de respect. Voilà, Monsieur Christian Emango, aucune juridiction ne peut juger un ancien Premier ministre. Cela ne consacre pas l'impunité. Merci pour la parole. J'aimerais qu'on puisse remettre d'abord les choses dans leur contexte. Et c'est ce qu'a fait aussi la Cour constitutionnelle lorsqu'il a rendu son arrêt, parce qu'il est toujours demandé au juge, lorsqu'il s'exprime dans une décision judiciaire, de pouvoir la motiver. Et j'ai le devant moi ici, l'arrêt sous RP 001. La Cour constitutionnelle a suffisamment pris son temps de pouvoir dire si, en s'exprimant dans le sens de l'inférence selon laquelle
un Premier ministre, un ancien Premier ministre, je veux dire, ou un ancien président de la République ne peut pas être jugé par elle, que cela ne consacre pas pour autant l'impunité. La Cour l'a dit d'abord en commençant par remettre d'abord les faits dans leur contexte, je disais tout à l'heure, en commençant par rappeler la notion des immunités. Lorsqu'elles sont parlementaires, on sait qu'elles sont de fond, d'autant que tous les actes posés par les parlementaires dans l'exercice de leurs fonctions, on ne peut jamais les poursuivre. Et pour ce qui est, la Cour l'a dit dans son arrêt, pour ce qui est des anciens présidents de la République et des anciens premiers ministres, ou des anciens présidents de la République ou de présidents de la République ou de premiers ministres en fonction, on n'a pas, la Constitution n'a pas dit que ces gens-là ne seront jamais poursuivis, sinon ces autorités-là ne seront jamais poursuivies, mais elles peuvent l'être. Sauf qu'ils sont porteurs des mandats publics. Ils ont été soit élus par la population, soit validés après une nomination d'une autorité. Pour le cas du Premier ministre, c'est le président de la République qui le nomme, mais le président de la République lui-même a été élu directement. Et le Premier ministre, avant d'entrer en fonction, passe devant les membres du Parlement, en l'occurrence de l'Assemblée nationale, pour que son programme soit admis et que cela puisse l'investir de ses pouvoirs. Donc, ce n'est pas question qu'on doit viser l'individu. Ça, c'est d'après les juges de la Cour constitutionnelle. On ne vise pas l'individu. Je vais ici dépersonnaliser d'ailleurs le sujet, oui. Parce qu'on ne doit pas viser l'individu Matata Ponyo. S'il en était le cas aujourd'hui, je ne le souhaite pas, je ne le souhaiterai jamais. S'il en était le cas aujourd'hui de Félix Tshisekedi, par exemple, ou du Premier ministre en fonction, ce n'est pas eux qu'on vise. Ce ne sont pas les députés qu'on vise. C'est la fonction. On protège la fonction. Mais on protège la fonction de quoi, selon les juges de la Cour constitutionnelle? On protège la fonction des invectives. On protège la fonction de certains drames où on peut exposer une personnalité dès lors qu'il a besoin de s'exprimer librement, mais il ne peut pas le faire parce qu'il sait ou elle sait qu'elle est sujette à des poursuites. Et c'est pour ça qu'on protège ça. Je ne pense pas qu'ici, en tant qu'électeur, nous souhaiterions qu'un député, par exemple, vous ait promis qu'il va se battre pour votre père qui avait été tué. Dès lors qu'il commence à les faire, il est poursuivi. Eh bien là, vous en tant qu'électeur, vous sentez qu'en réalité, ce n'est pas les députés qui est poursuivi, mais c'est vous qu'on empêche de pouvoir obtenir la justice. Donc c'est pour ça qu'on protège ces différentes fonctions des personnalités qui bénéficient des privilèges de juridiction ou qui bénéficient des immunités. Donc les immunités ne sont pas, il faut le dire, un moyen de faire échapper certaines personnalités des infractions qu'ils commettent. Et c'est pour cela que la Constitution a déjà prévu comment il faut procéder pour les poursuivre. Lorsqu'ils sont en fonction, par exemple pour ce qui est des députés et sénateurs ou de tous les autres parlementaires que nous connaissons, tant au niveau national qu'au niveau provincial, lorsqu'ils sont poursuivis pour des faits infractionnels et que cela c'est en flagrance, vous pouvez, ça c'est permis à toute personne, de pouvoir vous saisir de cette personne-là et de l'amener devant l'autorité compétente. Mais lorsque nous ne sommes pas devant un cas de flagrance, il faut suivre une certaine procédure. Le cas d'un Premier ministre, je ne parlais pas encore d'un ancien Premier ministre, je parle d'un Premier ministre. Celui-là, il faut rassembler le Congrès. Par réquisitoire du procureur près la Cour constitutionnelle en l'occurrence, du procureur général près la Cour constitutionnelle en l'occurrence, celui-ci doit, par son réquisitoire, solliciter d'abord les poursuites devant le Congrès. Ainsi, il peut inviter le Premier ministre en fonction pour l'entendre. Dès lors qu'il estime qu'il y a des indices sérieux de culpabilité, il revient encore devant la Chambre pour maintenant ce qu'on appelle la mise en accusation. La Chambre doit encore voter la mise en accusation du Premier ministre. Ça, c'est la procédure constitutionnelle. Ça, c'est la procédure
constitutionnelle, parce qu'évidemment, c'est un Premier ministre, il y a des dossiers qu'il est en train de traiter qui concernent la nation et que vous n'allez pas l'inviter devant les cours et tribunaux, ça peut l'embrouiller. Et pourtant, la nation a besoin d'avancer. Et donc, il faut d'abord qu'il y ait sollicité d'abord les poursuites. Quand vous terminez, vous venez maintenant pour une mise en accusation. Ça, c'est pour un Premier ministre en fonction. Et celui qui n'est pas en fonction. Mais là, devant la Cour constitutionnelle, nous étions devant un Premier ministre qui n'était plus en fonction. La Cour a été claire. Suivant les exceptions d'incompétence qu'avaient soulevées les conseils de Matata Ponyo et de toutes les autres personnes qui étaient citées dans cette affaire-là, que un ancien Premier ministre, moi j'ai toujours donné le cas, lorsque vous jugez un Premier ministre ou un président de la République, d'ailleurs pour un président de la République, s'il est jugé devant la Cour constitutionnelle, vous verrez que dès l'instant où il arrive devant les juges ou dans l'enceinte de la Cour, vous trouverez qu'il y a la garde républicaine dans les parages. Si c'est un Premier ministre, vous trouverez la police dans les parages. Mais si vous ne trouvez pas ces éléments-là de nos forces armées ou de la police, c'est que cette personne-là n'est ni Premier ministre ni président de la République. Or, dans les cas de Matata, lorsqu'il arrive devant la Cour constitutionnelle, il était ancien Premier ministre, même s'il était reproché des faits dont il aurait commis à l'époque où il était Premier ministre. Alors, dès l'instant où il arrive devant le Premier ministre, devant la Cour constitutionnelle, la Cour a relevé le fait, a constaté le fait qu'il n'était plus Premier ministre. Mais il y a un principe en droit congolais, je termine par là, c'est que toute personne ne peut être jugée que par celui qu'on appelle son juge naturel. Ce principe-là a été malheureusement édulcoré, ce principe-là a été mal interprété. C'est qu'on veut entendre par juge naturel le juge civil. C'est ce qu'on veut nous faire comprendre un peu. Mais le juge naturel n'est pas le juge civil. J'aimerais préciser là-dessus. Les juges naturels, d'après même l'arrêt de la Cour constitutionnelle, c'est le juge que la loi a préalablement désigné pour vous. La Cour l'a dit au 15e feuillet de son arrêt. Le juge que la loi a préalablement désigné pour vous. Pour le cas d'un ancien Premier ministre, pour des infractions, parce qu'il faut dissocier, il y a les infractions qui sont liées à sa fonction et il y a des infractions de droit commun. Et donc, pour le cas d'un ancien Premier ministre, pour les infractions liées à sa fonction, là, il se pose un problème parce que, quel est le juge naturel? C'est-à-dire, la loi a désigné quel juge pour juger un ancien Premier ministre? Malheureusement, la Constitution ne l'a fait que pour le cas où un ancien Premier ministre, à la fin de son mandat, n'a pas déposé l'inventaire de ses biens. L'inventaire de ses biens. Là, c'est l'article 99 de la Constitution. Mais pour toutes les autres infractions qu'un Premier ministre pourrait commettre, eh bien, les textes sont muets. Voilà. Et c'est cela la situation Les textes sont actuellement. muets. Monsieur Claudel, parmi vos enseignements, vous aviez relevé la nécessité pour les législateurs congolais de pouvoir déterminer la juridiction devant juger un Premier ministre. C'est qu'aujourd'hui, on peut comprendre qu'il y a un vide juridique et par rapport à ça, le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, Matata Ponyo, ne peut pas être jugé. Je vais compléter cette question. Allez-y. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les anciens premiers ministres qui sont passés, s'ils avaient commis des infractions, quelle est la juridiction qui peut le poursuivre maintenant? Oui, mais partons du principe que mon co-débatteur d'en face était en train de dire, le principe qui est d'ailleurs constitutionnel, consacré dans l'article 19, je crois, de la Constitution, qui parle d'un principe qui est posé, nul ne peut être soustrait de son juge naturel. Et les juges naturels dont il a parlé, c'est les juges que la loi a désignés pour la personne qui peut l'entendre sur Donc la loi désigne les juges Ce naturels. n'est pas les juges civils, désigne. mais c'est le juge que la loi a désigné. Justement, ça, ce sont des notions d'ailleurs préliminaires. Alors quel est le qu'on juge apprend. naturel que la loi a désigné pour les anciens Je vais y arriver. Oui. C'est-à-dire que, en vertu de ce principe, l'arrêt du 15 novembre 2021, dont on est en train de parler tantôt, était très clair. Donc l'arrêt a posé le principe que, pour le moment, n'est-ce pas, du fait que la loi est muette sur la question est close. C'est fini.
Oui, l'arrêt n'a pas dévolu une compétence à une autre juridiction. Disons, nous transmettons le dossier à la juridiction compétente. Mais dès lors que la Cour de cassation, mais la Cour de cassation a été saisie, nous l'apprenons, par le procureur qui a amené le dossier au niveau de la Cour constitutionnelle. Et puis après que la Cour constitutionnelle se soit déclarée incompétente, le procureur général près la Cour constitutionnelle a transmis le dossier au procureur général près la Cour de cassation pour éventuellement faire des poursuites. Mais maintenant, je voudrais y arriver. Il y a deux principes qui se complètent en fait. Le principe du juge naturel, qui doit donc nul ne peut être soustrait de son juge naturel, et le principe de la légalité des délits et des peines qui est à l'article 17 de la Constitution. Parce qu'en fait, pour qu'un acte soit considéré comme étant un acte infractionnel, il faudrait que cet acte soit érigé en infraction par la loi elle-même. Alors, pour qu'un juge soit compétent, naturellement, pour connaître pour avoir une compétence personnelle, comme on dit, personnelle, sur une personne, il faut que la loi l'habilite au moment des faits. Ce n'est pas après que les faits se soient commis. Ce n'est pas que, même si la Cour constitutionnelle l'a dit et qu'on fait une révision constitutionnelle aujourd'hui, on dit, voilà, maintenant, on précise, parce qu'il y avait une discussion en même temps. Oui. J'ai suivi ce que mon frère disait. Le président du Sénat, à un moment donné, disait, mais la même Constitution dit que ce sont des infractions qui ont été, actes infractionnels qui ont été, faits infractionnels commis, soit pendant l'exercice des fonctions ou bien à l'occasion de l'exercice des fonctions. Et donc, pendant l'exercice, quand on est Premier ministre, et après l'exercice, à l'occasion, c'est après. Même si on fait une révision constitutionnelle pour dire, n'est-ce pas, que voilà, maintenant, nous avons un juge naturel. Voici le juge naturel maintenant des anciens premiers ministres. Il se poserait maintenant un problème de la légalité des délits de peine. Est-ce qu'au moment où ces personnes commettaient ces infractions-là, est-ce que le juge-là était naturel en ce moment-là? La Cour a relevé la question dans son arrêt. Et donc, c'est quoi la réponse? Mais la réponse, c'est qu'il n'existe pas une juridiction qui pourrait connaître de ces actes infractionnels-là. Donc c'est une affaire qui est définitivement tournée. Bon, en tout cas, de la lecture que moi je ferai en tant que juriste, c'est que ces actes-là, aujourd'hui, il n'existe aucune juridiction qui peut connaître de ces actes au niveau de sa compétence. Mais il reste tout de même un problème assez réel. C'est lequel? C'est le problème lié au fait qu'il y a une insécurité juridique. Je l'avais dit la fois dernière. L'insécurité juridique, c'est laquelle? C'est que le procureur général près la Cour constitutionnelle ouvre un dossier concernant un justiciable, mais il ne ferme pas le dossier. En même temps, il continue à poursuivre des recherches, donc de l'instruction du dossier, sans pour autant déterminer il en est où avec le dossier. Or, les mêmes principes dont on parlait ici, si vous suivez la continuité de son énoncé de la Constitution, c'est que non seulement qu'on dit que la personne ne peut être soustraite de son juge naturel, mais on dit qu'on doit les déférer rapidement devant le juge qui devra connaître de son dossier. Donc, la personne n'a pas vocation à rester dans une insécurité juridique. C'est ce qui est le cas aujourd'hui pour l'ancien Premier ministre Moutata Ponyo. C'est-à-dire que la personne se retrouve devant une certaine insécurité juridique, parce que si vous lisez la deuxième lettre qui est adressée au procureur général près de la Cour de cassation, la personne se dit, mais maintenant, on a adressé plusieurs correspondances au procureur général près de la Cour constitutionnelle pour qu'il nous dise, on en est où avec le traitement, avec l'instruction du dossier concernant l'affaire zaïrianisation. On n'a pas de réponse. En même temps, on apprend qu'il y a un autre dossier qui a été déféré devant votre juridiction. Est-ce que vous pourriez nous préciser là où nous en sommes aujourd'hui? Parce que lorsque je voudrais voyager pour aller enterrer ma jeune sœur, on me dit qu'il y a le dossier qui est en instruction au niveau de juridiction. Lorsque je voudrais recouvrer mes immunités parlementaires, on me demande de brandir le dossier, plutôt la lettre de clôture de l'instruction du dossier. En même temps, le dossier en question se trouve devant quelle juridiction? Donc, il est important aujourd'hui, dans l'état actuel où se trouve notre législation, non seulement qu'il faudrait, dans les enseignements qu'on a tirés, préciser quelle est réellement la juridiction qui devrait juger les anciens premiers ministres et les anciens présidents de la République, mais il est également important
aujourd'hui de préciser, n'est-ce pas, dans notre juridiction, dans notre législation, comment se clôture et en déant quel délai devrait être clôturé un dossier qui est classé sans suite ou bien qu'on voudrait classer sans suite. Très bien compris. Je voudrais quand même terminer par ajouter un élément aussi important parce que je ne voudrais pas perdre de vue. C'est que dans le dossier, la juridiction, donc la Cour pénale internationale, la Cour constitutionnelle s'est déclarée aussi incompétente parce que le dossier qui a été présenté par le procureur général près cette Cour manquait une pièce importante. C'est laquelle? C'est que, comme mon frère l'a dit, pour que la Cour soit saisie valablement, il faudrait qu'il y ait une résolution du Congrès qui autorise à la Cour de poursuivre, qui autorise plutôt au procureur général près la Cour constitutionnelle de poursuivre. Or, dans les dossiers sous examen, il manquait justement une proposition, une résolution du Congrès pour poursuivre. Donc la Cour ne pouvait pas continuer à poursuivre M. Matata Ponyo sans cette résolution du Congrès et elle l'a mentionné dans son arrêt. Je pose ma question à Manix. Alors, est-ce qu'en droit, y a-t-il possibilité à une juridiction comme la Cour de cassation, la Cour de cassation qui s'est déclarée préalablement incompétente et de revenir à cette décision? Est-ce qu'en droit, ça arrive? Non, mais pas du tout. Ça, c'est une réalité qui n'a aucun fondement juridique, surtout pas sur le plan du droit positif congolais. Je vous ai dit que le juge fonde sa décision sur les règles de droit prévues dans la législation de notre pays. Les amis l'ont démontré. Si vous regardez, ne serait-ce que le périmètre, les réalités juridiques autour de ce dossier, vous allez vous rendre compte que le dossier Matata, ne serait-ce que sur l'aspect judiciaire, est un dossier vide. Je vous ai parlé de deux aspects. On parle de la forme, on parle aussi du fond. Même si, dans ce débat, on ne fait peut-être pas cet exercice de scruter un tout petit peu le fond. Sinon, on pourrait donner l'impression à ceux qui nous suivent que, ben voilà, le dossier des Matata, c'est un dossier où on voudrait encourager l'impunité, même si les deux juridictions sont incompétentes, quid alors des faits infractionnaires qui existent déjà. Mais nous tous, nous avons entendu le monsieur Grobler, le patron de la société Africom, destiné même à exécuter ce projet de parc agro-industriel de Bukangalo. C'est cette société qui était en contrat avec la RDC. Le monsieur l'a dit d'ailleurs, il a signé en bonne et due forme le contrat avec les responsables de la République. Il a cité le cas du ministre de Finances, le ministre de l'Agriculture et le ministre du Portefeuille. Ce sont là les représentants de l'État qui ont signé et on sait les conséquences en termes des responsabilités juridiques lorsqu'il s'agit de deux parties qui ont partagé les responsabilités dans un document qui crée des conséquences juridiques. Et donc Matata, sur ce point-là, n'y est pour rien. Ça, c'est la première de choses. La deuxième de choses, Grobler nous a dit que dans ce contrat-là, tout a été clair en termes de part, en termes de responsabilités. Parce que la société Africom avait sa part des responsabilités en termes de 30%, parce qu'il était actionnaire minoritaire dans ce projet. Et donc, le gouvernement reprenait sa part en termes de 70%. Et d'ailleurs, le monsieur Grobler nous dira plus tard que dans sa part de 30%, lui, il a eu à exécuter ses obligations telles que définies dans le contrat, au point d'utiliser plus de 30 millions de dollars. Mais en ce qui concerne la part réservée au gouvernement congolais, le gouvernement ne l'a jamais réalisé. Ce qui même justifie le blocage en termes d'exécution du projet. Troisièmement, le montant de détournement qui a été présenté par le rapport de l'IGF n'a pas été conforme par rapport à la véracité proposée par la société des prestations de cette exécution de ce projet. M. Grobler l'a dit d'ailleurs qu'il n'a jamais reçu de la Banque centrale du Congo un montant de 280 millions de dollars. Au contraire, il a plutôt parlé d'un montant de 138 millions de dollars. Ça, c'est M. Grobler, la société destinée à faire ce travail-là, à exécuter le projet sur le parc agro-industriel de Bukangalo. Et il a même fait mention d'un élément aussi important. Parce que lorsque l'IGF l'a contacté pour des raisons de contrôle, de vérification et d'enquête, le monsieur a dit, il a démontré à l'IGF tous ses extraits bancaires pour justifier effectivement le montant de l'argent qu'il a perçu au niveau de la Banque centrale. Alors, posons-nous la question, où se trouve la contradiction? Est-ce au niveau de l'IGF qui a fait très mal son enquête
Ou encore, c'est au niveau de la société qui avait la mission d'exécuter ce projet de parc agro-industriel de Bukangalozo. Faudrait-il encore savoir s'il avait manqué le pièce justificative alors qu'il a dit, il a démontré tous les extraits bancaires en ce qui concerne le retrait de fonds. Ça, c'est un aspect de fond. Et d'ailleurs, vous avez vu, nous tous, nous avons vu le déroulement du procès. Le professeur Nyabirungu avait démontré effectivement les irrationalités qui tournaient autour de ce dossier Matata. Autre chose, parce qu'on parle des immunités parlementaires. Matata, c'est un sénateur, c'est un élu de la République, c'est un porteur d'un mandat national. Eh bien, le procureur général près la Cour de cassation était venu vers les Sénats pour solliciter la levée des immunités de M. Matata. Mais pour quel dossier? La zaïrianisation. Ici, dans ce cas plus précis, ça, il faudrait le souligner quand même, les sénateurs, la majorité d'ailleurs, parce que la règle du jeu dans la plénière, c'est la majorité absolue au sein du Sénat. Et cette majorité-là, qui représente le peuple d'ailleurs, a dit non à la levée des immunités de M. Matata. Le procureur général de la République, sous la bénédiction du président... C'était dans le dossier Bukangalozo. C'était dans le dossier Bukangalozo. Oui. Ok. Effectivement, ils ont fait un forcing pour, effectivement, laisser la possibilité de juger. Parce qu'ils ont même profité de cette occasion pour rebondir sur le dossier Bukangalozo afin de justifier la levée des immunités de M. Matata. Ce qui ne se justifie pas en droit. Parce que le premier dossier déjà a été clos. Et une fois le dossier pour lequel vous avez sollicité la levée des immunités a été clos, automatiquement, Matata devrait recouvrir ses immunités. D'où ma question de savoir, qu'est-ce que le Congo, la RDC, perdra si aujourd'hui Matata est condamné? Qu'est-ce que la RDC perdra si aujourd'hui Matata recouvre ses immunités, recouvre sa liberté et vaquer à ses occupations comme tout citoyen bénéficiant de tous les droits et libertés fondamentaux garantis à tous les citoyens? Le Congo ne perdra absolument rien. Et donc, aujourd'hui, il faudrait dire que les répondants, le seul répondant qui peut effectivement nous aider à déclencher à décanter cette situation autour de Matata, c'est un répondant politique. Parce que sur le plan juridique et judiciaire, tous nous sommes convaincus que le dossier Matata est une affaire vide. Et donc, sur le plan politique, c'est là où nous avons la responsabilité d'interpeller les responsables de notre pays. En commençant par le président de la République qui incarne le symbole de l'unité nationale. Parce que c'est au président de la République de pouvoir installer la paix, la paisibilité pour tout citoyen congolais, de pouvoir protéger les prescrits de la Constitution et aussi de garantir le bon fonctionnement entre les institutions de la République. C'est comme ça que moi, mon message, pour l'instant, s'adresse au président de la République. Monsieur le président de la République, agissez sur le dossier de Matata. Parce que le Congo perdra sa dignité seulement sur ce dossier-là. Le Congo perdra sa valeur. Et vous allez même perdre votre réputation parce que vous vous êtes considéré comme le bâtisseur d'un patrimoine qu'on appelle l'état de droit qui constitue même le cheval de bataille de votre gouvernance en tant que président de la République. Parce que le dossier de Matata a été déjà transmis sur le dossier, disons sur la table du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous imaginez les conséquences si seulement le Conseil de sécurité des Nations Unies prenait des résolutions dans le sens de sanctions diplomatiques à l'égard de la RDC, seulement parce que vous visez à tout prix un citoyen alors que le Congo ne perdra rien si M. Matata recouvre ce droit et ses immunités afin d'exercer justement ses droits autant civils que politiques comme tout citoyen congolais. Voilà, aucune juridiction ne peut juger Augustin Matata pour nous la nécessité pour le législateur de pouvoir certainement tout faire pour créer une nouvelle loi en la matière. Est-ce que, selon ce que M. Claudel Chikambanaoj a dit, quand il y a un vide juridique, il y a une insécurité juridique, M. Christian Emango? J'adhère totalement à cette pensée. Mais j'aimerais, avant de répondre à cette question-là, prendre un peu le relais à Manix pour lire, vous savez, la Constitution. Juste avant que ce programme ne commence, il y avait ici un pasteur d'une église que nous connaissons très bien. Et je voudrais que cette philosophie-là, un peu, cette figure de rhétorique pour qu'on nous comprenne
un peu mieux à la maison. Il y a ceci qu'il faut savoir que le chrétien, le musulman, je ne sais pas moi qui encore, a un texte sacré. C'est sa Bible, par exemple, pour ce qui est du chrétien. Et la Bible, lorsqu'elle est enseignée ou interprétée, on fait appel à des personnes qui ont suivi une formation ou qui ont ce don-là. Ce sont les pasteurs. Pour ce qui est de la vie politique, sociale, culturelle, que sais-je encore, d'une nation, c'est la Constitution qui est sa Bible politique. On n'ajoute rien, on ne retranche rien. Il faut suivre les procédures pour le faire. Et les seules personnes qui sont appelées à interpréter cette Bible politique sont seuls les juges constitutionnels. Seuls. Quand il dit, pour ce qui est du juge pénal d'un ancien Premier ministre ou d'un ancien président de la République, ou d'un président de la République ou d'un Premier ministre, ils ont dit ceci. Et il faut que nous puissions le comprendre parce que il y a beaucoup de controverses quant à savoir est-ce que on ne consacre pas l'impunité. Matata Ponyo a échappé définitivement. Il n'y a plus aucune juridiction qui doit le faire. Mais il faut qu'on comprenne aussi un peu la philosophie du constituant lorsque il a érigé ces dispositions-là en normes pénales, par exemple. Dans le 13e feuillet de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, voilà ce que les juges disent au 2e paragraphe. L'article 164, quant à lui, dispose « La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour les infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initiés et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices. » Continue. Elle observe, elle, la Cour, observe que l'article 164 de la Constitution reconnaît au président de la République et au Premier ministre un privilège de juridiction. Tout simplement parce qu'il s'agit d'une question, ici je vais scander, présentant un caractère politique trop accentué. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les juges de la Cour constitutionnelle. À l'évidence, quand vous voulez juger un Premier ministre, vous voulez juger un président de la République, vous voulez juger le directeur de cabinet du président de la République, nous l'avons vu il y a 2 ans. Vous savez ce que ça peut entraîner dans un pays. Et dans les cas de Matata Ponyo, pourquoi on a voulu que ce soit seulement les juges de la Cour constitutionnelle qui le fassent et pas d'autres? Parce que dans notre pays, ce n'est pas au hasard qu'il y a la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État. C'est en raison de ce qu'on appelle le principe de la spécialisation que chaque juge devrait se retrouver dans un ordre juridictionnel et évoluer là-dedans. Alors, un juge qui n'a pas eu cette habitude-là de pouvoir se retrouver le plus souvent devant des autorités politiques et les juger. Et tout à coup, vous lui mettez devant une autorité politique, il faut préserver aussi, ce n'est pas seulement que la personne qu'on accuse, il faut préserver aussi ses droits. Tout le monde a droit à ce qu'on appelle un procès équitable. Et si vous présentez une telle personnalité devant un juge qui n'a pas suffisamment de compétences pour les juger, il peut commettre des erreurs. Ça peut arriver. C'est pour ça que, en raison du caractère politique accentué, on a voulu que celui qui est président de la République et Premier ministre en fonction soit jugé pendant qu'il est en fonction. Pour qu'on sache s'il peut, en ce moment-là, est-ce qu'il peut manipuler les institutions pour qu'ils puissent dédouaner de ces faits. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des juges qui ont cette compétence-là. Mais si vous voulez prendre un ancien Premier ministre ou un ancien président de la République, le remettre devant les cours et tribunaux et les juger devant n'importe quel juge, quand je dis n'importe quel, c'est que je ne dis pas qu'ils sont moins outillés, qui n'ont pas suffisamment de connaissances, mais c'est une question de spécialisation fonctionnelle, comme je disais. Si vous mettez un ancien Premier ministre comme ça, devant, on peut avoir l'impression que vous avez attendu le moment où il est devenu le plus faible pour engager les poursuites. Ça aurait été mieux
d'engager le poursuite pendant qu'il était en fonction. Là, vous savez que même s'il intimide les institutions, il y a des juges qui peuvent protéger. Mais si vous le faites après, vous donnez plus l'impression des gens qui le tiennent lorsqu'il est en situation de faiblesse. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. En tant que sénateur, au lieu de venir demander l'autorisation, enfin, lever les immunités, on le fait pour le dossier Boukangalonzo. On vient, pour le dossier Boukangalonzo, les sénateurs rejettent, mais on passe par le bureau, non plus l'ensemble des sénateurs. On passe par le bureau. Ils ne sont qu'à 7, c'est facile de lever les immunités. Les bureaux lèvent les immunités sur un autre dossier, zaïrianisation. Mais lorsqu'on va devant la Cour constitutionnelle, ce dossier-là, il y a main levée, c'est-à-dire que le parquet a estimé que le dossier était vide, il n'y avait aucun indice pour pouvoir poursuivre le prévenu, mais on va maintenant les poursuivre sur l'autre dossier, tout simplement parce qu'on sait qu'en ce moment-là, il y a des faiblesses, il n'a plus suffisamment de pouvoir et qu'on peut manœuvrer comme bon nous semble. C'est pour ça qu'il faut aussi protéger. Ce n'est pas qu'on est ici en train de faire l'apologie, comme vient de le dire Manix. Nous ne sommes pas en train de faire l'apologie de l'impunité. Pour chercher à savoir, pour chercher à se dire que cette affaire-là est close, Matata Ponyo ne sera plus jamais poursuivi, mais nous sommes seulement en train de démontrer que, encore que personne ne sait prouver qu'il avait commis ces faits, mais nous sommes en train de dire que ce n'est pas parce qu'on vous présente devant les juges que vous êtes automatiquement coupable. Il y a aussi le principe de présomption d'innocence. Voilà pourquoi on protège les droits de la personne qui est poursuivie par la procédure. Si vous ne la respectez pas, et c'est là que j'aimerais insister, si vous ne respectez pas cette procédure, c'est vous qui nous donnez l'impression que votre dossier est vide, vous voulez juger pour juger. Voilà. C'est vous qui nous donnez cette impression-là que le dossier est vide. Mais si vous protégez ces droits, vous n'allez pas trembler, vous allez aller en suivant la procédure et attendre que le juge puisse décider. Une minute, c'est-à-dire qu'une minute à tout le monde, c'est presque la toute dernière question. Le fait pour la justice de juger coûte que coûte Augustin Matata Ponyo, ça serait de l'acharnement, monsieur Claudel. Est-ce que ça serait de l'acharnement? Je crois que ceux qui nous suivent à la maison peuvent prendre les faits que nous avons démontrés ici sur ce plateau pour juger par eux-mêmes. Un fait important, je suivis Manix, était en train de parler de M. Gobler qui a reçu plus de 130 millions de dollars américains. Mais M. Gobler se trouve où? Lui qui a reçu les 130 millions de dollars américains, il est rentré chez lui. Il n'a pas été, en fait, il faut quand même préciser qu'il n'a pas été jugé parce que par le simple fait que la Cour s'est déclarée incompétente pour connaître du fond, n'est-ce pas, de l'affaire. Mais monsieur, il a reçu l'autorisation de voyager, il se trouve en Afrique du Sud. Chez lui. C'est-à-dire qu'il est chez lui en Afrique du Sud, donc il peut ou ne plus revenir au Congo. Mais la personne qui n'a pas pris cet argent, parce que lui il a pris l'argent, il a pris les 130, c'est lui qui a reçu les fonds, les 130 millions. Donc s'il y a détournement, ça devait être apprécié dans son chef, parce que c'est lui qui a eu cet argent. Et dans le chef de M. Matata, il devrait avoir plutôt l'infraction d'avoir facilité les détournements. Parce que c'est lui qui a perçu les fonds. C'est M. Gobler, mais il n'est pas au Congo. Il a été autorisé à pouvoir voyager. Malheureusement, l'autre qui bénéficie... La logique voudrait également que lui aussi soit libre. La logique voudrait que M. Gobler aussi, d'abord, ne voyage plus. Parce que le procureur général, près de la Cour constitutionnelle, estime que l'affaire, malgré que la Cour a rendu son arrêt, cette affaire n'est pas encore terminée. Il faudrait que l'affaire soit jugée au niveau de la Cour de cassation. Donc, il faudrait que l'autre aussi ne voyage pas. Il faut qu'il reste au Congo parce qu'il est maintenant en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui vous dit qu'il va revenir au Congo pour être jugé encore? Deuxième fait important, je crois qu'il devait être un gain maintenant de cette émission, c'est l'article 168 de la Constitution de la RDC. Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont automatiquement, donc immédiatement exécutoires. Nous avons un arrêt, l'arrêt sous RP 001, je crois, du 15 novembre 2021. Donc, automatiquement, lorsque l'arrêt a été rendu, donc, automatiquement, on suppose que le dossier est clos. Automatiquement, on suppose que la personne bénéficiaire de cet arrêt, c'est-à-dire M. Matata, qui a maintenant l'arrêt sous son aisselle, rentre dans ce droit et continue avec son arrêt. Mais du moment qu'on se dit que l'affaire peut reprendre au niveau de la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, du moment qu'au niveau du Sénat, le président du Sénat lui dit non, allez nous chercher encore un autre document pour venir prouver ici que le dossier zaïrianisation est déjà clos. C'est-à-dire que
implicitement, on remet en cause l'arrêt, qui devrait être opposable à toutes les autorités. Implicitement, d'une manière implicite, on se dit, mais tu as cet arrêt, oui c'est vrai, mais va d'abord chercher un autre document. Et le document en question, comme je l'avais dit dans une autre émission, qu'on ne lui délivre pas. Donc la personne devient là, va ici, on lui dit non, non, il faut attendre l'arrêt. Cet arrêt-là, non, il faut patienter, mais la personne a l'arrêt. Donc l'article 167 de la Constitution, 168 de la Constitution, automatiquement exécutoire, opposable à toutes les autorités, et un arrêt qui ne peut plus faire l'objet d'un débat, fait l'objet d'un débat aujourd'hui. Et là, c'est la responsabilité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a fait de l'état des droits son cheval de bataille, qui devrait être maintenant engagé. Le Président de la République, maintenant, doit faire en sorte que l'état de droit permette à ce que chaque citoyen bénéficiaire d'une décision de justice puisse réellement en bénéficier. Dernière chose par laquelle je voudrais terminer quand même dans cette émission, très importante, c'est que aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de parler, le Président de la République se trouve par devant lui avec une lettre qui lui a été adressée par un citoyen, et que, comme je l'avais dit lors de l'ancienne émission, c'est que tout citoyen congolais a le droit d'adresser une pétition, à travers une pétition, de saisir une autorité, et l'autorité a le devoir de lui répondre en ayant un délai qui est prescrit dans la Constitution. 3 mois, article 28. Et donc, il serait important aujourd'hui d'avoir, en preuve d'exemplarité pour un pays qui sera visité d'ici pratiquement 3 mois par le pape, qui est une grande autorité morale, de donner des exemples, des signaux forts que nous sommes un pays qui respecte les droits de l'homme, que nous sommes un pays qui respecte les droits humains. Nous devions être visités, je crois, le 6 par le roi de Belge. Malheureusement, il a reporté avec la situation sécuritaire mondiale. Et donc, nous ne sommes pas qu'un pays adhérent à des instruments juridiques nationaux. Nous adhérons aussi à des instruments juridiques internationaux. Et la fois passée, nous avions démontré au niveau, en parlant de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc, il est important aujourd'hui de garantir le respect de ces droits-là, en faisant en sorte qu'un citoyen, quel qu'il soit Matata Ponyo ou un autre, bénéficiaire d'un arrêt de la Cour constitutionnelle, puisse réellement en profiter. Et que je termine ma dernière phase en disant qu'il revient aussi aux sénateurs qui vont rentrer d'ici le 15 mars, de jouer un franc jeu. Vous avez votre collègue sénateur qui bénéficie d'un arrêt de la Cour constitutionnelle, mais vous êtes là, vous faites comme s'il n'est pas l'un des vôtres, vous le regardez comme un paria. Le professeur Bochab, là je vous dis quand même le tirer mon chapeau à cette émission, avait été clair. Il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appliquer cet arrêt-là. J'espère que les autres sénateurs vont faire montre d'une certaine solidarité et vont devoir militer en faveur des droits de l'un d'entre eux, parce que aujourd'hui, si vous avez les canards qui voient une poule qui est dans une casserole, il ne faut pas que les canards puissent s'en féliciter. Merci, parce que demain, ça merci peut être beaucoup, aussi Monsieur le tour Claudel. du canard, pris tout le temps. Le temps de vos co-débatteurs. Monsieur Manix, l'arrêt RP 001 du 15 novembre risque de devenir un papier volant, et ça aura des conséquences fâcheuses pour les futures générations. Vous savez, Jean-David Kilolo, l'applicabilité d'un arrêt de la Cour constitutionnelle n'est possible que si les 10 arrêts est respecté par toutes les personnes dont la Constitution vient de citer tout à l'heure à travers l'article 168. Aujourd'hui, par le fait que le Sénat, le bureau du Sénat n'arrive pas à respecter la teneur de cet arrêt, eh bien l'arrêt aujourd'hui rendu devient une simple lettre morte. Ça, c'est de 1. De 2, nous avions tous suivi les débuts de ce dossier de Matata. Vous savez, aujourd'hui, Matata, j'ai l'impression qu'il va remplir sa valise de tout le document de la République possible. Parce que lorsque le PGR Mokolo l'avait convoqué, Matata était venu sur le dossier de la zaïrianisation, Matata était venu avec tous ces dossiers. Et d'ailleurs, ce qui a même justifié le fait que l'on mette un tampon sur ce dossier-là, parce que Matata avait toutes les pièces entre ses mains. Tel sujet, il brandit ses pièces. Tel point, il brandit ses pièces. Jusqu'au point que le PGR s'est rendu compte que ce dossier-là était un dossier vide, jusqu'au point d'arriver de faire ses mea culpa, à présenter ses excuses devant Matata. Et Matata l'a dit à la télévision, jusqu'à ce jour, nous n'avions jamais senti un argument contraire de la part de M. Mokolo. Deuxièmement, lorsque nous analysons
le comportement, parce qu'au-delà du fait que nous faisons des analyses politiques, nous devons aussi faire des analyses psychologiques pour détecter effectivement le comportement des acteurs politiques. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que M. Matata est contre le président de la République? Moi je dis non. Il suffit seulement de regarder la petite collision qui a existé entre certains ténors du Front commun pour le Congo à l'époque avec le régime des présidents de la République. Vous avez vu lorsque le président s'était rendu au Parlement, il y avait l'absence de Mme Mabounda, il y avait l'absence d'Alexis Thambwe Mwamba. Mais pour Matata, quelqu'un qui reste victime de ce que nous appelons aujourd'hui l'acharnement politique, mais lorsque M. le Président de la République avait présenté l'état de la nation, Matata s'est rendu. Il s'est rendu pourquoi? Parce qu'il respecte l'institution président de la République. Ça, c'est de un. De deux, vous avez vu l'attitude, le comportement du président du Sénat sur le dossier de Matata. Tous nous avons vu une colère noire. Tous nous avons vu une sorte d'acharnement qui ne dit pas son nom sur le sujet des Matata. C'est comme ça que moi je dis, le Congo ne perdra rien ou le Congo ne gagnera rien si Matata est condamné ou si Matata recouvre sa liberté ou ses immunités. Parce qu'aujourd'hui d'ailleurs, Matata peut servir effectivement par rapport à son expérience de gestion de la chose publique de l'État, par rapport à tout ce qu'il a fait. Matata peut être un modèle en termes d'exemplarité pour nous aider à continuer le point de départ qu'il avait déjà assuré et faire pratiquement la même chose. Donc aujourd'hui, ça ne vaut vraiment pas la peine. Et d'ailleurs, je finis par là, pour certaines bouches qui disent que le problème de Matata, c'est le fait d'avoir exposé ses ambitions de briguer la fonction du président de la République. Même dans des pays le plus dictatorial possible, le plus dictatoriaux possible, le pays qui utilise même les régimes autoritaires, le régime aristocratique, jamais sur cette terre, il existe un tribunal qui condamne les gens parce qu'ils expriment des ambitions de devenir X ou Y. Et donc, nous devons faire preuve des identités qui collent même notre pays. Notre pays s'appelle la République, ce qui veut dire nous avons des institutions démocratiques, ce qui veut dire nous devons cultiver les valeurs de la démocratie. Et donc, aujourd'hui, nous devons faire preuve de toutes les valeurs républicaines pour terminer, M. Emangora, avec vous, on va terminer un dossier. C'est un dossier purement politique, un dossier très politisé. Je me réserve de telles positions et de telles affirmations. Mais je veux rester dans les faits. J'ai quand même suivi à plusieurs reprises, et d'ailleurs le jour qu'il avait dit, j'étais même dans la salle de plénière, le président du Sénat qui a dit au sénateur Matata Ponyo que la Cour s'est déclarée incompétente dans l'affaire Bukanga Lonzo, mais la Cour, en fait, on ne lui a jamais donné de suite pour ce qui était de l'affaire zaïrianisation. Mais Claudel disait tout à l'heure ici que lorsque un arrêt de la Cour constitutionnelle est rendu, elle s'impose à tous. 168. 168. Mais la Constitution ajoute que lorsque l'arrêt est rendu, cet arrêt-là est notifié à qui? Au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale, au Premier ministre, etc. Et publié même au journal officiel. Publié même au journal officiel. Donc l'arrêt RP001 a été notifié au président du Sénat aussi. Ça, j'en suis persuadé. Mais dans l'affaire zaïrianisation, puisqu'il y a eu main levée et que le président du Sénat dit qu'on ne sait pas quel est le sort de cette affaire-là, moi je pense que lorsque la Cour constitutionnelle pose un acte, il communique, notifie aux autres institutions. Mais si le président du Sénat n'a jamais reçu cette décision-là de main levée, il n'avait qu'à écrire au procureur que j'apprends qu'un de mes sénateurs ici est exposé. Où en sommes-nous? Mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas entendu qu'une telle correspondance est sortie du Sénat. Pourquoi il n'écrit pas? Non, là, c'est pour ça que je dis, moi je reste dans les faits. Je ne sais pas si c'est politisé, mais j'appellerai le président du Sénat à pouvoir tout simplement écrire. Si de l'autre côté, on lui dit que l'affaire est encore en cours, tant mieux, mais si on lui dit qu'il y a eu main levée, il aura la preuve plutôt que de demander au sénateur Matata Ponyo de lui apporter ça. Parce que la Constitution dit que lorsqu'il s'agit d'un arrêt, c'est-à-dire
les actes qui sortent de la Cour constitutionnelle, ce n'est pas à la personne poursuivie de vous apporter la preuve, mais c'est l'institution qui vous notifie. Donc je termine par là et je relis encore une dernière fois, puisqu'il est question ici de se poser la question de savoir est-ce que Matata Ponyo peut être jugé devant la Cour de cassation. La Cour constitutionnelle a déjà été claire. Je veux relire encore ces passages-là, c'est très important, qui dit que le président de la République et le Premier ministre ayant un privilège de juridiction, tout simplement parce qu'il s'agit d'une question présentant un caractère politique trop accentué, pour être examiné par une juridiction judiciaire. Merci beaucoup. Merci à toi, Floride Zantoto. C'était avec plaisir. C'était dans une coprésentation. Merci à vous, Claudel Chikambanawej. Merci à Christian Emango et aussi Manix Yenda. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.